Il y a 25 ans, une nouvelle forme de sport automobile vit le jour. Un sport passionnant, conçu pour remplacer pendant l'hiver à la télé les courses de chevaux ou les matchs de football banalisés par le temps. Ce type de sport est né à Leiden, près de Douvres. Les premières courses furent créées pour World of Sport de ITV, ce qui explique pourquoi elles attiraient les meilleures équipes et les meilleurs coureurs de rallye d'Angleterre. Roger Clark pour Ford. L'Escort n'existant pas encore, les Lotus Cortina et la Cortina GT furent engagés pour concurrencer les produits de BMC et de Rootes. À cette époque, un tiers des voitures étaient des voitures d'usine. Et la Mini Cooper était considérée comme la meilleure. Comme la meilleure, vu la victoire de Paddy Hobkirk lors du dernier rallye de Monte-Carlo. Hobkirk avait comme équipier Tony Fall et Bob Freeborg. Rootes avait engagé Peter Harper et Eric Hassel, qui, avec un moteur derrière les roues arrière, avait assez de traction pour compenser le manque de puissance chaque fois qu'il pleuvait. Et quelques mois plus tôt, le Suédois Bengt Söderström avait gagné le RAC sur une Ford Lotus Cortina à double arbre-à-cam. Mais vu les conditions, Clark et Melia avaient choisi la Cortina GT. Cette course sous la pluie, il y a 25 ans, fut gagnée par Peter Harver, devançant Hobkirk avec une Mini surchauffée. 3 ans plus tard, Clark et Barry Lee couraient à Croft sur une Escort. Le rallycross présentait l'occasion idéale pour faire débuter de nouveaux modèles, et les escortes dominèrent cette course pendant près de 10 ans. « 15 ans plus tard, l'Escort était encore très performante. Et celle du champion d'Angleterre d'alors, John Welsh, avait un BDA et était équipée d'un système de traction à 4 roues. C'est sur une voiture semblable que Martin Schanch fut 4 fois champion d'Europe entre 1978 et 1984, mais ce virage rapide à Croft ne réussissait pas toujours à l'Escort 2. Aujourd'hui, John Welsh conduit une Astra d'une rapidité effrayante, comme Chris Tarrant va d'ailleurs en faire l'expérience. Well, this must come under the heading Great Gigs of My Life. As you can probably see, I've been invited, courtesy of Watt Car, to a muddy field somewhere near Aldershot to field test what's one of the fastest cars in Britain with the British Rallycross champion John Welsh. And as you can see, conditions are absolutely perfect. It should be a really fabulous, fabulous trip. What, and give up showbiz? John is a man! John, for God's sake, Johnny, man! Some kind of psychopath! Welsh redevient sérieux et nous donne des explications sur les classes en lesquelles les voitures de rallycross sont divisées. Well, it's basically in Formula A, anything goes. You're allowed, as long as the silhouette of the car stays the same and the engine is the same number of cylinders, fits in the hole, you've got a fairly free hand. We've gone the turbocharged four-wheel drive route. We've got a basic Manta 400 engine with a very large turbocharger off of one of the BMW Formula 1 cars. It then follows through into a very large intercooler which cools all the air down and forces it through the injection system into the engine, and basically the more that you turn the wick up, the quicker it goes. There's variations of this, but basically that is how a turbocharged engine works. We've then got a very sophisticated four-wheel drive system on the car, which we can alter the bias front to back, and that happens very easy from, if I can show you inside the cockpit. There's a little lever which is just here. When you push it forward, you have 50%
four-wheel drive on the front, and when you pull it back, you have 25% four-wheel drive. It's a very sophisticated X-Track system. The whole car is built around the roll cage to give it strength, stability, and hang all the Kevlar panels, which most of the rallycross cars have got. The back of the cars are all fairly simple. In these ones, we've just carried the radiator, fuel pumps, very large tank for the oil, and an oil cooler. Really, you've got to put the stuff wherever it fits because there's no room in the front. A lot of these type of cars in Formula A actually carry the radiator in the back of the car. For that, you'll find there's a different weight balance, but really it's to get the balance of the car and use the room that you've got effectively. If we then carry on to one of the other cars in Formula A, then we'll show what the difference is. Well, basically, this is one of the cars which was made by the manufacturers of an original batch of 200 is what they had to make for the World Championship rallying. Very sophisticated motor cars and very, very effective. As you can see in the front of this one, we've got the radiator, we've got the cooling fans and oil tanks, the balance bar for the adjustable braking. If we go to the back of the car, then we'll see the main difference. What you've got in the back is a purpose-built racing engine. It's V6. This one is 3 litres, and they vary as high as, say, Steve Palmer's, which I believe is up to 3.9 litres. They give about 480 brake horsepower, which with tremendous response. That is the advantage. You've got loads of torque, tremendous response. They were built to slightly different regulations to the other cars, which they run at homologation in about a year's time. But as you can see, the complete last half of the car is all engine and transmission. Again, it's four-wheel drive, very, very sophisticated little motor car. Les supercars du groupe B ne rouleront plus en rallycross. À partir de 1993, il n'y aura plus que des châssis du groupe A. Elles nous ont néanmoins laissé de beaux souvenirs, comme en témoigne cette lutte à Leiden entre le champion d'Angleterre 1990 Steve Palmer et Rob Gibson, avec qui nous roulons. Gibson est bien parti, et bien qu'il n'ait pas fait de warm-up, ce qui est étrange. Rob avait la pole, qui n'était pas la meilleure place, parce que le pilote à l'extérieur est celui qui va prendre la tête. Une fois de plus, les deux premières positions se sont inversées. Une fois de plus, Rob Gibson n'a pas su profiter de sa pole position. Il n'a pas fait de warm-up, le départ a été retardé. On a attendu parce que Peter Harold avait des problèmes. Ils ont attendu tellement longtemps que les pneus se sont refroidis. Et par conséquent, il n'y a pas eu un warm-up, mais Gibson ne l'a pas complété. Voyons ce dont il est capable. Il est bien deuxième, je crois. Oui, c'est bien ça. On peut voir l'écart entre lui et Palmer. Steve Palmer, ancien champion à Leiden et champion d'Angleterre 1990. Le champion du Sherwood British Open 1990, suivi de près par Rob Gibson. Rob Gibson est un véritable artiste de rallycross. Il n'arrête jamais d'essayer. Il a du caractère et de la détermination. Il a beaucoup de fans en Europe, parmi eux sa femme, Shirley. Palmer quitte presque la route en prenant l'extérieur du virage. Gibson tente de le dépasser. Il ne lâche pas Palmer d'une semelle. Mais c'est Steve qui mène la course. Ils négocient la chicane ensemble. Regardez, c'est là qu'il va essayer. Rob le dépasse à l'intérieur. Steve Palmer est à l'extérieur, mais conserve néanmoins sa position. Rob Gibson essaye de dépasser Palmer, mais Palmer ferme la porte, tout comme Gibson l'a fermé tant de fois à ses anciens rivaux. Steve pourrait très bien suivre différentes lignes sur ce parcours pour empêcher Gibson de le dépasser. Si un coureur garde la même ligne, un autre coureur peut le suivre de près et calculer où il va dépasser. Mais si le coureur suit différentes lignes, il est impossible de savoir ce qu'il va faire et donc de le dépasser. Voilà qu'ils arrivent. Gibson réduit l'écart et tente à nouveau de dépasser Palmer. Il l'a dépassé. Ah non. Ah, j'en étais pourtant certain. Ah, il a fait une petite erreur et c'est Palmer qui reprend l'avantage. Ah, quelle lutte! Et Steve se dirige vers la ligne d'arrivée. Et c'est Steve Palmer qui gagne de justesse. La classe suivante est la Formule B, que des tractions à 2 roues et pas de turbocompresseur. All right, John, we've now moved across to another Formula car, Formula B car. This is the Astra 16 valve Tony body. Take us through this one.
Well, obviously, Tony's the class leader in Formula B. What he's using is the Vauxhall 16-valve engine. To be eligible for Formula B, the injection has to be off, and it runs on a pair of carburetors. Virtually anything goes in this formula, as long as the engine fits in the hole. It's front-wheel drive, very special, again, gearboxes. The radiators sit in the front. The whole car has a lot of weight in the front of the car to try and get weight over the front wheels to give it traction off the line. The disadvantage of this car is that on the circuit it's probably the fastest in lap times, but off the line, for the first 20 yards, it hasn't quite got the traction of the rear-wheel drive cars that we'll come to. And that is absolutely vital, isn't it, the start? That's what's vital, that's what makes exciting racing. Tony normally has to start from first, second or third, maybe lower down in a race, and work his way forward. All right, John, we've now moved from the Astra to Roger Newbold's car, the Renault Ford. Now, tell us how different this car is. Well, basically, Roger's car is based on the little Renault 5 Turbo. What he's done very cleverly is taken the engine out of the Cosworth Sierra, done away with the turbocharging and put it on carburetors to make it eligible for the class. And it all sits on, effectively, a Hewland gearbox with the suspension coming off, very similar to all the single-seaters that are going around. But basically, Roger has a lot of traction in this car. The engine is 2.4, 2,400cc, and it has a lot of torque. So basically, Roger uses the torque to his main advantage. Very quick off the line, without a doubt. Very quick in a straight line, but probably not so nimble as Tony's, but it leads for cracking racing. Staying now with Formula B and our third different type of car. This is the Brian Betteridge Escort. Tell us about this one. Brian's car is always very nicely prepared. It's a credit to see. What Brian has done is taken a front-wheel drive Mark III Escort and converted it through people like Gartrack Fabrications in Godalming and converted it to rear-wheel drive. It's very, very similar to the old Mark II Escort layout. Everything is tremendously reliable, ever so nice, delightful to drive actually. In the front we have a 2-litre, maybe 2.2, I don't know what CC Brian is, VDA engine, which is probably the best little racing engine in Rallycross and ever so reliable, very, very good. Exactly the same as the other cars in the class. It's on the pair of carburetors and probably produces something in the region of about 260, 270 brake horsepower. Very fun to drive, these cars. Pendant des années, Newbold et Bardi se sont battus pour le titre. Ici, ils s'affrontent à Mondello Park, en Irlande. C'est le pilote à l'extérieur qu'il faut tenir à l'œil. Tony Bardi avec sa Vauxhall rate son départ et est deuxième. Une fois de plus, Tony s'est fait dépasser lors du départ. Et une fois de plus, Roger Newbold est en tête de la course. Brian est troisième et Proctus, qui a pris un excellent départ, quatrième. Il se plaît ici à Mondello. Mantel avec la nouvelle Escort 3 est cinquième. Mais Roger Newbold mène la course. Est-ce que Tony Bardi pourra le dépasser et prendre la tête ? Tony qui, avec sa Vauxhall, a une fois de plus raté son départ. Tony nous a expliqué pourquoi cette voiture est moins rapide que la Stanley qui court en groupe A en Europe. Hein, c'est parce que le volant ne se trouve pas à la même place. Si la masse est montée à droite, impossible de la diriger. Avec une voiture ayant le volant à droite, un bon départ devient plus difficile. C'est une théorie intéressante, n'empêche qu'il est très rapide. Et Tony Bardi s'est placé juste derrière Roger Newbold. Une fois de plus, ces deux pilotes anglais dominent la Formule B. La catégorie des tractions 2 roues et Tony passe par l'intérieur et oui, il l'a dépassé par l'intérieur. Est-ce que Roger peut riposter ? Roger a trop suivi l'extérieur du dernier virage et Tony en a profité pour dépasser et Proctus fait un tête à queue. Tous ces efforts pour rien car il repart en dernière position. Tony Bardi prenant de l'avance sur Roger Newbold. Et Tony Bardi en route vers sa première victoire en Formule B cette année. Le champion en titre, voilà Mantel, qui se trouve juste derrière Brian Betteridge. Regardez, Tony Bardi a allumé ses essuie-glaces. Il a plu un peu au début de l'après-midi ici à Mondello. Il n'a pas trop plu jusqu'à présent, mais une tempête s'annonce.
C'est un moment critique pour Tony, il pleut assez fort maintenant. Ils sont certainement partis sur des pneus slicks. Ah, Roger se frotterait les mains si le circuit devenait glissant. Bien que la traction avant de la voiture de Tony fonctionne bien, et Tony gagne la course. Il a le maximum de points en Formule B. All right, John, we've now moved across to Formula C. We're with the John Milner Peugeot 205. Now, this is for cars up to 1600cc. How about this one as a road car? I wouldn't mind one of these as a road car. It's obviously based on the 205 Peugeot road car and the very successful Group A 205 rally car. Immaculately prepared, as most of the cars in the class. There's not a lot you can say. Everything on the engine is very, very fractionally different, but based on the road car. Again, 1600cc, it has the carburetors, close ratio gearbox kit, that's just an oil backup system to keep pressure up, very similar to a dry sump system. Really, engine over the wheels again, loads of traction, very, very fast, and the absolute top of the development. I don't think if John really had to think about it within the class regulations, there's not very much that he could do. Everything is as near perfect as you could make one of these cars. Well, we'll stay with Formula C, John, but this time we're with a 30-year-old design of car. This is the Ian Samworth Mini. Yeah, Ian's taken this Mini, and as with the spirit of Rallycross, he's started out at the bottom. He's kept the Mini in its original guise. It's still front-wheel drive. He's squeezed the engine up to 1530cc. It's on a single carburettor, ever so light. Everything is off the car that possibly can be off the car. It embarrasses some of the more modern cars, but that's the advantage of Rallycross. You can come into the sport, build a car, stay with it over the years and work your way up through the classes. En 1990, le jeune Johnny Milner fut l'homme à battre en Formule C. En 1991, il misa déjà tout sur le championnat national. On le voit en pleine action ici sur le circuit de Cadwell Park. S'il gagne cette course, il a déjà 5 points de qualification. Et je ne crois pas que quelqu'un puisse le priver du titre. Second les 2 dernières années, tout porte à croire que cette fois sera la bonne pour le prodige de Des O'Dell. Il se donne à fond. Car seuls les plus rapides des finales A peuvent participer à la super finale que John aimerait tant disputer. Car c'est un circuit magnifique et John doit se dire qu'un bon résultat n'est pas impossible. Il mène la course et Ian Samworth est deuxième. On peut voir Chris Bellamy, vainqueur de la finale B, il a gagné une place. Samworth est deuxième, ensuite Cooks, Roll est quatrième et Clark cinquième. Peter Dalton 6e, Chris Bellamy 7e, David Noland 8e. Ah, quel mélange de voitures, une Peugeot, une Mini, une Métro. Derrière la Métro, une autre Mini. Et ensuite des Talbot. Aucune ne peut cependant rivaliser avec celle de John Milner. Et vous l'aurez peut-être déjà constaté, pas de Vauxhall Nova en Formule C, à part celle qu'on a déjà vue lors du Challenge. Il n'y avait qu'une seule Nova, et c'était celle de Steve Bogg. Mais elle était en panne de moteur ce matin et n'a donc pas pris le départ. Personne ne peut se mesurer avec Johnny Milner. Depuis l'invention de la Formule Ford, les séries d'une seule marque constituent la base du sport automobile. Et en 1990, Vauxhall a introduit le concept en rallycross. It's the same as Formula C. We've kept it like that, so if you don't want the Nova Challenge, you can go over to one of the other classes. It runs on the carburetors. It's the 1.6 Vauxhall engine, very, very reliable, out of the GTE. Group A exhaust systems on it, and everything that you see on the car is very simple. There's standard shock absorbers that you have to fit, there's special springs you have to fit. Very nearly every component is thought out for you. You don't have to know what you're doing. You can buy the parts and bolt them on and you won't be very, very far off the pace. Most of the engines are around about the 150 brake horsepower limit. Some maybe have 155. If you look at the rest of the car, you'll find that it's all standard panels. Nothing is complicated. It can all be built in the workshop at home.
The idea of it is to provide a cheap way into racing, but with very nice cars. Every one of the championships very nicely produced. They're all front-wheel drive. They're on standard production tyres. You can only make one type of tyre, one type of wheel, and really, it's a cracking way to start rallycross. Suzy Brailsford a non seulement apporté une touche de glamour au Rallycross Challenge, mais elle sait également courir et gagner. La voici sur le circuit de Swindon. La Texaco est bien partie. Suzy est en tête. Sur les virages qui sont très durs ici à Swindon. Derrière elle, on voit ses poursuivants se battre entre eux. Mais ils ne sont pas assez prêts pour la menacer, Alan. Suzy, c'est son type de circuit, c'est ce que je lui ai dit. Elle a dépassé les deux premiers et elle sait exactement où placer sa voiture. La voici en tête de la course. Elle doit réaliser un bon temps, car les qualifs décident de la place sur la grille pour les finales, où les points sont très importants. Et Suzy amorce le virage sur deux roues. La voiture jaune n'arrive pas à dépasser la grise. Une bonne position est importante à Swindon. Et qu'est-ce qui la détermine? Eh bien, ce sont les organisateurs qui décident. Le temps des qualifications ou les résultats obtenus au cours des éliminatoires ne jouent pas un rôle. Chaque pilote se voit attribuer une position sur la grille de départ. Cette procédure, en fait, vise à faire lutter les pilotes à armes égales. Un circuit comme celui-ci, où il est difficile de dépasser, peut parfois créer des surprises. Ça n'enlève d'ailleurs rien au mérite de Suzy. Elle conduit bien. Et derrière elle, la lutte est serrée. On est dans le dernier tour. Suzy est encore et toujours en tête. Elle est pourchassée par Beaumont alors qu'il se dirige vers le drapeau à damier. Suzy est le vainqueur. Suzy gagne cette course. Quel finish! Yeah, I think basically practice makes perfect, and coming into the sport as a novice driver, it's been quite hard work. But I think really once you're out there and you're getting stuck in, everything, you know, experience counts for a lot, and I think basically having had sort of 6 months at it now, it's coming together a lot more. So I think it's basically practice making perfect, and of course getting used to the car and getting everything right at the end of the day. Now, the championship winner, the challenge winner, Ian Evans, isn't with us today. He's running in the Formula C. Does that mean that we might see Suzy B on the checkered rostrum? Well, I hope so. I'll certainly be giving it a good go, and 100%, as they say. Barry McGuigan, l'ancien champion de boxe, court désormais aussi. Il a opté pour une Nova. Il veut réussir un grand coup à Mondello. Nous roulons avec Barry dans le Exchange Units Nova Challenge. Voilà l'ancien champion de boxe Barry McGuigan qui prend la tête. Barry en tête, Steve est deuxième, Jim est troisième et Paul quatrième. Et c'est encore toujours Barry McGuigan en première position. En image de numéro 141, c'est Jeff Wright de Darlington. Barry en tête, il est sur le point de terminer son premier tour. Steve est deuxième. Barry amorce un virage et sa voiture culbute. Mon Dieu, quelle secouade, les caméras fonctionnent encore. Et quel triste spectacle de voir la voiture de McGuigan dans cet état. After the first lap, or coming into the second lap on the fastest part of the stage, coming down the tarmac onto a very fast right-hander. And I turned in 3/4 of a car length in front of Steve Easton. At that stage, it was more than that. Steve just left his braking too late, made contact with me on the back right corner of the car, and that was enough to put me over. We were doing 85, 90 miles an hour. I went up on the front left wheel, looked in the mirror when I should have been straightening the wheel out, and I was over and it was gone. Very unfortunate, but we've got a new car, new shell, and new engine, and we're looking forward to today. I've been out on the circuit. It's a very fast circuit, and it's been a bit wet this morning. It's drying out now, of course, but it means that it's going to be very fast racing today, very close racing. These cars are very evenly matched, and it's going to be exciting. I'm looking forward to it, and I'm going to win soon. Nous roulons avec Barry. Steve Easton est deuxième devant Rob Coates. C'est une véritable lutte entre ces deux pilotes-là.
Sur 2 roues, là, vers la partie dure, dépassant Sanson. Barry prend l'extérieur, permettant aux autres de réduire l'écart. Quoi qu'il en soit, c'est McGuigan, le vainqueur de cet éliminatoire. Et il réalise un temps de 3:19:08. La seconde éliminatoire, le débutant Bert Greenway est très bien parti. Il mène devant Steve Lewis, un autre débutant. Et puis, regardez cette voiture pilotée par Phil Long, encore un débutant. Sa voiture culbute et il est assez secoué. Un autre éliminatoire, Nick Jones est en tête et voici Paul Conney, rentrant dans le mur de pneus. Fixez bien le haut de votre écran. Clive Cheek, un autre débutant, fait des tonneaux spectaculaires. Pas moins de 8 voitures ont culbuté et l'Enova nous offre du spectacle. Une série similaire pour les Peugeot 205 GTI est organisée en France. Et Rob Gale gare sa voiture sans dessus-dessous. Vu le nombre d'incidents, il est surprenant qu'il y ait encore assez de voitures pour disputer la finale. Ah oui, il n'est pas très content. Rob Coates, prêt à prendre le départ de la Nova Challenge finale. Rob, qui mène le challenge, n'a pas encore gagné de course. Il prétend gagner cet après-midi lors du Techni Round T-Bags. Bert Greenway fera tout pour l'en empêcher. Un petit sourire sur le visage de Bert Greenway, qui a déjà gagné 2 finales A dans cette catégorie. Voyons ce qui va se passer. Nous roulons avec Barry McGuigan. Barry a très bien roulé lors des qualifications. Il était très rapide. Le feu passe au vert et ils sont tous bien partis. Et c'est Greenway qui prend la tête, tandis que Rob Coates est 2e. Steve Estern est 4e, tandis que la première Thomas est 3e. Ah, je crois que c'est Nick Jones, vous voyez, comme les Novasuti. Ah, un léger accrochage là. Et entre Paul et Barry McGuigan. Ah, voici Barry qui a légèrement touché Paul. Barry sort de la route et roule sur l'herbe pour le moment. Les autres continuent de foncer. Voyons comment va réagir Barry. Entre-temps, Rob Coates tient Bert Greenway derrière lui. Voilà ceci qui a bien roulé lors des qualifications. Barry qui attaque. Barry McGuigan s'approche de Cook qui sort de la route. Jim doit laisser passer Barry et nous voyons la voiture de Crockett. Mais c'est Bert Greenway qui est en tête de la course et Rob Coates est 2e. 3e maintenant.